Vous aviez une volonté conspirationniste montée par un bloc impérialiste, Washington, Paris, Londres, Tel Aviv et autres, qui pensent qu'il faut briser la mur qui est Kadhafi, parce que Kadhafi était cette armure qui devait contrecarrer l'impérialisme qui devait se jeter au niveau de l'Afrique subsaharienne aussi. Parce que vous saviez quand même, avec lui, c'est qu'il drainait comme pensée, comme idéologie, de voir aujourd'hui une Afrique grandir. Donc, il y a donc eu cette organisation scientifique où il fallait écarter le leader de la Diamira. C'était justement cette volonté-là. Elle n'avait rien à voir avec une insurrection qu'on a fabriquée au monde, avec les médias mainstream qui ont travaillé à cette propagande-là pour manipuler les esprits mal éclairés et opaques qui n'ont pas compris justement l'interprétation ou bien la démarche de l'Occident à pouvoir mettre cette politique de saucissonnage de nos États pour prendre contrôle des matières stratégiques. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, ils ont donc foutu le bordel, si je peux m'exprimer ainsi, dans la Libye, où la Libye est devenue dans ce foyer du djihadisme où on ne reconnaît pas. Et ce foyer du djihadisme aujourd'hui, où quand nous avons des cas d'entraînement des terroristes qui sont perfusés au niveau de la Méditerranée, le Moyen-Orient, au niveau de l'Afrique subsaharienne, parce qu'il faut le dire, l'une des conséquences qu'a eu l'intervention de l'Occident au niveau de la Libye, c'est qu'il y a eu la prolifération justement des groupes terroristes et djihadistes dans le Moyen-Orient, dans la Méditerranée et en Afrique subsaharienne. Alors, ce qu'il faut comprendre, quand l'Occident demande qu'elle vienne intervenir, en réalité, ce n'est pas dans l'optique de restaurer l'État. Parce que pour elle, dans cette situation d'anarchie, parce que l'anarchie qui est une mode de gouvernance aussi, ils en profitent justement parce qu'ils y trouvent, ils prennent du pétrole, ils prennent du gaz de temps en temps, ils sont bien servis. Donc, ça les contribue et ça les aide. Mais vous vous en rendez compte quand même qu'il faut quand même qu'on interprète certains événements parce que les événements doivent aussi nous parler. Vous avez les attentats de Bataclan. Bataclan est une réponse des terroristes qui s'en rendent compte. Parce que les terroristes aujourd'hui, c'est une armée informelle utilisée par cette puissance. Ils s'en rendent compte qu'ils sont lâchés par cette puissance qui ont créé une commission internationale pour combattre le djihadisme. Où on est en train de les lâcher en Syrie, en Iran aussi on est en train de les lâcher. Où aujourd'hui, l'Occident qui les a toujours fabriqués se dit non, on va combattre parce qu'ils sont justement entrés dans leur objectif. Tuer donc mettre à l'écart les présidents qui étaient légitimement portés par leur peuple pour prendre maintenant contrôle de ces espaces-là. Maintenant, ce qui se passe donc, les djihadistes s'en rendent compte qu'ils sont lâchés par leur père qui les a financés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc reconduire et détruire justement toutes ces phases. Vous aviez en Libye quand même, c'est qu'on ne vous dit pas, où les djihadistes sont en train de mettre le feu sur les réserves pétrolières, là-bas des usines de pétrole et gaz, où ils se disent maintenant tout va être foutu. Et l'Occident ne trouve pas son intérêt parce que l'objectif c'était de prendre du pétrole qui devait se faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Moi j'ai rencontré peut-être, on ne vous le dit pas aussi, où il allait à Abu Dhabi, où il allait au Caire, dit au Caire au président Al-Sisi que la Libye, il faut une intervention rapide au niveau de la Libye pour restaurer l'État. Pourquoi? Parce que les frères musulmans que vous aviez en Égypte s'y sont réfugiés là-bas et ils ont créé justement un foyer du djihadisme qui va vouloir détruire. Or, l'objectif, on ne vous dit pas, c'est qu'ils pensent l'Occident. Il y a une autre volonté, c'est que au niveau de la sous-région, quand vous aviez la Méditerranée là-bas, vous avez la Libye qui a quand même, qui partage une frontière avec la Libye, qui est dans une stabilité aujourd'hui politique. Mais la Libye empêche justement l'évolution de tout le plan de déstabilisation programmée par l'Occident. Donc, il faut arriver à déstabiliser cette Algérie-là. Comment va-t-on le faire? Il faut donc installer les bases. Parce que vous aviez au Niger, qui partage aussi la frontière à Mandana, où vous aviez déjà une présence des forces françaises à l'intérieur. Vous avez au Burkina Faso, vous avez au Mali, vous avez la force... On parle de frappe qui partirait des bases militaires pour aller au Mali et au Niger. Mais justement, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des pays qui s'opposent aujourd'hui à l'intervention de la communauté internationale à venir. Parce que l'intervention aujourd'hui qu'il parle de maintien de la paix, c'est devenu le maintien d'insécurité qu'on essaye de vivre dans nos pays aujourd'hui. On sait que la démarche de ces gens n'est pas une démarche sincère. Les Africains peuvent se prendre en charge. Les Africains peuvent capitaliser déjà ce qu'ils ont pour pouvoir arranger les questions. C'est pour ça que les autorités au niveau, parce qu'il y a deux États, il y a deux autorités au niveau de la Libye. Il y a cette autorité de Tobruk qui s'oppose justement à cette intervention parce qu'ils savent que la démarche que l'Occident aura n'est pas une démarche sincère, c'est une démarche à but de recoloniser justement la Libye, prendre le contrôle de ses matières stratégiques. Or, on sait très bien qui arme, qui finance et qui fabrique les djihadistes. Merci à vous, Stéphane Tchobou. Rappelons que l'homme d'affaires Fayez El-Sarraj est à la tête du gouvernement d'union nationale de Libye constitué de 32 personnes issues
d'après la communauté internationale, de toutes les parties et de toutes les régions de la Libye. Un gouvernement contesté par le Parlement de Tobrouk. La communauté internationale attendait justement la validation de ce gouvernement-là par Tobrouk, qui l'a rejeté il y a quelques jours seulement. Et ce qui m'amène à me retourner vers vous, Henri Diabaté Mandeng. Rappelons que ces derniers mois, il y a les États-Unis qui ont frappé en Libye, il y a l'Égypte même qui a frappé en Libye, et il y a la défense française, le ministère de la Défense française, qui plaide depuis 2014 pour des frappes aériennes et des opérations spéciales en Libye, au besoin d'éradiquer Daesh et sécuriser, dit-on, les institutions du nouveau gouvernement. À supposer que l'on arrive à ça, ne serait-on pas en train de prendre le problème par le col? Pourquoi s'attaquer aux conséquences et pas aux causes? Comment Daesh s'est-il implanté en Libye? Tout le monde le sait. Daesh a profité, Daesh a été mêlé au théâtre libyen par les forces occidentales, par la coalition américano-anglo-française. Le problème, c'était de déstabiliser le pouvoir du colonel Kadhafi, l'abattre à ses besoins et mettre la main sur le potentiel industrialo-minier de la Libye. Mais le véritable problème aujourd'hui, la situation, le colonel Kadhafi est mort en 2011. Ouais. La situation est là, elle existe. On a deux gouvernements qui s'affrontent, on a une instabilité politique qui est presque chronique, on a sur le plan de la violence, une violence qui est presque endémique. Tout le monde le sait depuis 2011. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a un ressort qui s'est brisé. C'est pour ça que les Américains veulent à tout prix une intervention en Libye. Leur homme, leur cheval, c'est-à-dire leur Baodai. C'est-à-dire Baodai, c'était lors de la guerre du Vietnam, ce pantin que les Français avaient installé qui allait leur servir de caution. Donc leur Baodai en Libye, c'était un ancien général du colonel Kadhafi qui a été manœuvré par la CIA comme Kagame, comme Yacouba Zida, formé, instrumentalisé par la CIA à Fort Leavenworth, et il s'appelait Haftar. Ils ont financé Haftar, ils ont donné beaucoup d'argent à Haftar, ils ont donné beaucoup d'armes. Mais hélas, il n'a pas pu permettre aux Américains de mettre la main sur le pétrole libyen. Donc, du coup, les Américains sont embêtés aux entourloupes. Ils sont gênés aux entourloupes. Ils se posent des questions. Mais dis donc, on finance ce gars depuis peut-être 4 ans, 5 ans, il n'y a pas de changement. Et d'un autre côté, il y a un événement qui est très grave, qui s'est passé, très grave dans la logique, dans l'échiquier politique américain. C'est que toutes les tribus du Sud se sont ralliées et ont décidé de nommer le fils du colonel Kadhafi, c'est-à-dire celui-là dont on disait qu'il était retenu prisonnier quelque part et qu'il allait être livré à la CPI. Or, ce grand mensonge est incroyable. Ce gars est libre, il est à Tripoli, il est libre. Il se promène en Libye en toute liberté. Seif el-Islam Kadhafi est devenu le représentant légal de toutes les tribus du Sud. Et c'est lui qui parle. Donc il est revenu au cœur du problème libyen. Et il est la solution, et tout le monde le sait. Aujourd'hui, pour empêcher Seif el-Islam Kadhafi d'appliquer, de trouver une solution à la Libye, il faut à tout prix déjouer les cartes et créer une intervention. Parce que depuis 2011, parce qu'il faut comprendre, en Libye, même avant l'arrivée du colonel Kadhafi au pouvoir, le fait politique en Libye est d'abord tribal. C'est 3 grandes tribus qui contrôlent le pouvoir politique en Libye. Même quand le colonel Kadhafi est arrivé au pouvoir, il avait trouvé que le roi Idriss, qui est un Senoussi, c'est-à-dire les gens de Djebel Nefoussa, qui contrôlaient le pouvoir, et dans la tête du colonel Kadhafi, il a regroupé ces 3 grandes tribus et géré le pouvoir avec elles. Donc, quand il s'en va, quand il est tué, il est assassiné. Les Occidentaux, eux, ils ont une vision très occidentale de l'affaire. Ils se disent, on va organiser des élections, on va mettre des pantins là à la tête de ces choses. Ouais. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça en Libye. En Libye, ce sont les tribus qui font la loi. Ce sont les tribus qui gèrent les affaires publiques. Donc, c'est la loi du consensus. Donc, c'est cette loi du consensus qui fait que les Berbères qui sont dans le Djebel Nefoussa, vous avez les Berbères, vous avez les Touaregs
et les Arabes, les Bédouins. Ce sont ces 3 tribus qui gèrent le pouvoir. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les tribus bédouines se sont réunies et ont dit, nous, notre représentant, c'est qui? C'est Seif el-Islam Kadhafi. Pas de solution sans lui. Dans cet effet d'enlisement, les Américains qui avaient amené les djihadistes, parce qu'ils ont amené des djihadistes dans l'affaire, qu'on ne se cache pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Les Français, les Américains ont amené les djihadistes d'Al-Qaïda. Ils ont amené les djihadistes d'Al-Qaïda dans la crise libyenne. Et parce ils cherchaient des hommes pour abattre Kadhafi. Maintenant qu'ils ont abattu Kadhafi, ils ont créé des monstres. Ils ne savent plus ce qu'en faire de ces monstres. Donc aujourd'hui, le véritable problème, c'est que, je prends un petit exemple pour terminer. Le gars qui a pris Tripoli, qui avait pris Tripoli en 2011, Omar Mokhtar. Omar Mokhtar, c'était un ancien djihadiste qui était lié à Al-Qaïda. Il est venu en Libye, il a créé la franchise locale de Al-Qaïda dans la zone en Libye. Et c'est lui à qui les Américains ont donné et l'argent et les fusils pour prendre Tripoli. Donc, maintenant qu'il a pris Tripoli, on veut nous faire croire que lui, il est devenu blanc comme neige. Il ne marche plus avec les djihadistes, il ne marche plus avec les gens de Hakmi. Soit il veut nous faire croire que lui, il a convaincu les anciens gars de Al-Qaïda de se convertir à la démocratie. Soit ils font de l'entrisme, soit c'est de l'opportunisme politique. En tout cas, ce ne serait pas une nouveauté. Des rébellions ont bien pris le pouvoir dans des pays en Afrique. Voilà, mais là... Diabaté, on parlait tout à l'heure de l'Union africaine. Rappelons que les ministres qui se sont retrouvés avant, les ambassadeurs, parmi eux, les pays concernés, aussi vous voulez affectés directement par la crise en Libye, parmi ces pays, le Tchad, le Niger, qui se plaignaient de ne pas être suffisamment associés aux discussions pour la résolution de la crise en Libye, alors que le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Dari, a reconnu que les pays africains ont des contacts et des influences sur les différents groupes politiques et communautaires et peuvent de ce fait avoir beaucoup de poids pour régler les problèmes militaires et politiques en Libye. Alors, l'Union africaine a-t-elle conscience de cela? Ce n'est pas pour revenir sur le débat concernant l'Union africaine, mais pour ajouter à vos propos de tout à l'heure, vous estimiez que la Libye se gère par consensus et non par des armes. C'est vrai. Et l'Union africaine a la chance, c'est peut-être un signe du destin, avoir le président Déby. Le président Déby, lui, il connaît la situation en Libye. Et vous savez, quand il y a un problème, quand ça brûle en Libye, ça brûle au Tchad. Donc, il connaît les implications d'une éventuelle crise en Libye et il connaît les résolutions. Vous avez parlé tout à l'heure des pays africains qui ont été très peu intégrés, très peu concernés par la situation en Libye. C'était à dessein qu'on l'avait fait. Parce qu'on savait, on a soupçonné les Tchadiens de vouloir supporter les Toubous. Parce qu'il y a un grand crime, un grand génocide qui a été fait contre les Toubous. Les Toubous sont les tribus noires du sud de la Libye. On a tué 30 000 Toubous. Il faut qu'on nous dise ça, qu'on nous dise la vérité sur cette histoire, sur ce crime, sur ce meurtre. Madame Clinton doit nous dire la vérité. Elle doit nous dire la vérité sur cette histoire. Les 30 000 Toubous qui ont été assassinés parce qu'ils soutenaient le colonel Kadhafi, on les a assassinés. C'était un véritable génocide. Ça, on a écarté les Tchadiens parce qu'on se disait que non, les Tchadiens seraient tentés de soutenir les Toubous. Et il y a pas que le Tchad, il y a des pays comme la Tunisie qui craignent qu'en frappant en Libye, les répercussions Daesh pourraient se réfugier. Effectivement. Et la Libye a un malheur, c'est que, à la différence de la Tunisie, de l'Algérie et de l'Égypte, qui ont une armée forte, c'est l'armée qui est le ciment de l'unité du peuple. Dans ces peuples-là. C'est pour ça que même s'il y a une révolution de palais, l'armée intervient et il n'y a pas d'effusion de sang tout de suite. Or, ce qui s'est passé en Libye, c'est difficile que cela se passe en Égypte, en Tunisie ou en Algérie. Donc tout de suite, l'armée intervient et elle contrôle les choses. Or, en Libye, l'armée, il faut dire que le colonel Kadhafi se méfiait un peu de l'armée. Il a tenu des liens un peu lâches avec l'armée et la guerre avec le Tchad a achevé la déroute de l'armée libyenne au Tchad, a achevé de rompre les liens, l'attachement que le colonel Kadhafi avait avec son armée. Donc, ce qui fait que l'armée libyenne n'est pas le ciment du peuple. Donc, aujourd'hui, véritablement, seules les tribus
Seules les tribus sont capables de gérer la situation politique en Libye. Et la célèbre théorie du consensus arabe, cette théorie serait capable d'amener tous les Libyens, chacun des Libyens autour de la table. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont arrivés en Libye, beaucoup de djihadistes qui viennent de Syrie, qui viennent en Libye et qui agissent en conquérants, en conquistadors. Ils sont installés par les Américains, les étrangers, ils arrivent en Libye et ce sont eux qui contrôlent le pétrole, ce sont eux qui contrôlent les puits de pétrole, le commerce des armes et autres, la cocaïne, toute la sous-région. Lampedusa. Vous savez que Lampedusa, les gars qui viennent de Lampedusa passent par la Libye et ils payent. Donc c'est beaucoup d'argent, c'est un trafic succulent. Merci. Et les Américains, ma foi, les Anglo, les Français, les Américains et les Anglais ont encouragé ça. Ils ont détruit la Libye, mais ils n'ont pas détruit l'Afrique. Merci à vous, Henri Diabaté. Alors, Dr Tenchou, avec les divisions qui demeurent aussi prononcées, car le gouvernement, on le rappelle, le gouvernement désigné par la communauté internationale est menacé par celui qui était déjà. Le gouvernement Tripoli menace d'arrestation toute personne qui violerait son territoire au nom du nouveau gouvernement, celui de la communauté internationale. Alors, dans une telle ambiance, au nom de quoi le processus de paix engagé par la communauté internationale peut connaître une réalité définitive? Je n'ai jamais vu là où la communauté internationale a apporté la paix. Quand vous regardez un peu comment le pays d'Obama a pu s'installer, ils ont effacé des tribus Apaches, des Comores, parce qu'ils voulaient s'installer. Et il y a eu un Malien, je ne vais pas citer son nom ici à Afrique Média, le temps viendra. Il y a l'intellectuel Manuel, dans les années 82, avait donné, selon ses recherches, et puis les mots après. On n'a plus jamais vu ses traces. Pour l'instant, nous gardons encore son nom. Parce qu'il avait dit qu'il est impossible que le Nigeria ait le pétrole, que le Tchad ait le pétrole, que le Cameroun, le Niger n'ait pas le pétrole. Il a découvert qu'il y a une grande nappe pétrolière au niveau de l'Afrique et que l'Afrique est très riche. Et simplement, c'est une guerre de richesse. Quand nous revenons après l'histoire de la Libye, l'histoire de la Libye, c'est une histoire marquante. Tous les peuples qui ont combattu les Européens, je parle de l'Éthiopie, avec Ménélique, tous ces l'ouverture aux Antilles, tous les peuples qui ont les grands leaders, qui ont mis les peuples européens à genoux, ils reviennent après pour se venger. N'oublions pas que la Libye a eu un très grand leader, qui a presque voulu, il a moins marché à la porte de l'homme. Et quand Kadhafi, pour la première fois, va en France, comme Bédouin met sa tente, et quand Kadhafi entre, il entre comme ses conquérants. Et vous savez que c'est une guerre de défis. Et le défi, c'est quelque chose qui ne meurt jamais. Le défi se passe de génération en génération. Le problème libyen, c'est un problème simple. Quand le grand Sarkozy, et j'ai peur qu'il revienne en 2010, qu'il revienne comme président de la France, quand Sarkozy veut reprendre la Libye, il y a une entente qui se passe avec tous ceux qui sont autour de Kadhafi. Et mon voisin de gauche a eu à le dire. Il y a une entente avec tous les pays francophones. Et j'aimerais un jour que l'histoire nous dise un peu comment Kadhafi va mourir si on ne meurt jamais seul. Si on entre ici et qu'on pose Stéphane Tchoumou, on part avec lui, ce que M. Paul était témoin, il était complice, Tenchou était témoin. Pas dans une salle seulement, c'est Stéphane Tchoumou qui disparaît. Il y a toute une complicité. Dans la mafia, il n'y a personne seul. Alors Kadhafi était la quatrième armée du monde la plus logée, la plus lotie. Quand ils arrivent pour déloger, pour libérer pour faire sortir les armes, tous ceux qui étaient autour de Kadhafi étaient les francophones. Les Maliens, les Tchadiens, les gars du Niger et les gars du Tchad. Quelle alliance s'est passée pour qu'on puisse sacrifier Kadhafi? Il y a eu alliance avec certains présidents africains. On n'en est plus là. Non, j'arrive, non. C'est un peu important. C'est une liste pleine. Vous savez, dans la vie, souvent, parfois, quand on sait d'où on vient, on sait là où on part. Le vrai problème en Afrique, c'est qu'on a toujours effacé une petite histoire de l'Afrique. Et cette histoire-là qui nous amène, on répète les mêmes choses. La Bible le dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau. On ne va jamais inventer, même si on invente la machine à manger, la nourriture, quand tu manges, ça va à l'estomac, tu fais caca. On ne va jamais inventer une machine, quand tu vas manger, tu vas chier par la bouche. Excusez qu'on parle français tout bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une alliance qui s'est passée avec les pays francophones. Et on a donc promis aux gars de la Zawa qui devaient avoir un territoire au niveau du Mali. On a promis à beaucoup de personnes, à certains Camerounais, qui devaient avoir le tout étudié. Moi, je prends sur moi ce que je dis. L'enfant de Bintonkou prend sur lui ce que je dis. Je suis Afrique Média. On a promis à certaines personnes qui devaient prendre le pouvoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand on vit ensemble, on met ensemble. Pourquoi depuis, c'est toujours les pays francophones qu'on attaque? Pourquoi c'est la France qu'on attaque?
Les gars ne sont pas bêtes. C'est un message qu'on envoie au pays francophone. On était ensemble, on a fait un deal. Pourquoi aujourd'hui le deal ne se passe pas? Parce que pour renverser Kadhafi, il y a eu certaines choses qui se passaient dans le cahier de charges. Et dans ce cahier de charges, la France ne fait pas son cahier de charges. Je prends un exemple, je peux parler très fort, je peux crier. Ça ne m'intéresse pas, il y a un problème, je fais le sport chaque matin, je ne peux pas avoir la vessie. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vous en prie, mais donnez au TCT de vous regarder avec plaisir. Non, du plaisir. Et surtout. D'ailleurs, il y a Franco qui a chanté. Je vous en prie, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, S'il vous plaît, nous sommes à la télé. Docteur Tenchu, nous sommes à la télé, je vous invite à soigner votre langage, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Docteur Tenchu, nous sommes à la télé, je vous invite à soigner votre langage, s'il vous plaît. Vous allez chuter, mais je vous invite tout simplement à soigner votre langage. Nous sommes à la télé, je vous en prie, allez-y. Allez-y, je vous en prie. Personne. On ne va pas venir à Afrique Média que c'est un truc qui a ce qu'on fait encore Afrique Média. Moi, je le dis en passant. Quand vous regardez ce qui se passe au nord du Cameroun, allez dans les cahiers de charges de toutes les entreprises de bateaux qui portent les gens. Il y a eu 1000 personnes tous les jours qui portaient dans les trafics de bateaux. Ils partaient où? Passant par le Cameroun, ils partaient où? Ça veut dire qu'il y a une très grande complicité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de la Libye? Le problème, ce n'est pas question de Libye. C'est que les gars veulent installer une grosse armée en disant que c'est l'OUA. Pourquoi on a renversé Babo? C'est l'ONU qui renverse Babo. Quand toutes les vagues de l'OUA passent à Abidjan, c'était des trucs masqués. Ils ont masqué le Bénin, la nuit on enlevait, on masquait pour entrer à Abidjan. Nous on le dit. Pourquoi ils veulent entrer en Libye en disant que c'est l'ONU qui veut faire ceci? C'est qu'ils veulent encore installer des forces en Libye. Et pour le répondant. Ce répondant, c'est quoi? C'est toute la richesse de la sous-région. Et le Cameroun ne sera pas un pays qui sera à côté. Parce que la distance entre Tripoli et Djamena, c'est 2 heures de temps, pas avion ou pas drone. Nous, on le dit seulement en disant simplement que pour chuter, si ma tête ne plaît pas à certaines personnes, moi je dis en chutant pour dire que le problème libyen, ils ont déjà gâté la Libye. Ils ne viendront pas arranger la Libye. On ne gâte pas un pays. Regardez ce qui se passe en Afghanistan. Avec tout l'argent qu'on a mis en Afghanistan. Avec un président qui a une direction en Afghanistan, tous les problèmes. Le problème libyen, il s'en fout de la Libye. Le problème libyen, c'est que comme il y a tout ce désordre et qu'il y a des pions qu'on ne veut plus utiliser, il veut maintenant dégager ces pions, créer maintenant un espace autour de la Libye pour pouvoir contrôler l'Algérie. Parce que l'Égypte qui est à côté, ils ont travaillé pour l'Égypte. Ils n'ont pas, la France n'a plus de contrat en Égypte. La France a beaucoup de contrats, parce que Gaddafi n'a pas beaucoup de contrats en Égypte. Il veut maintenant reconquérir tout cet espace-là. Qu'est-ce qui va se passer après? Ma question, c'est que, et ma réponse est celle-ci, c'est véritablement pour s'occuper des pays comme le Cameroun, s'occuper des pays comme le Tchad, s'occuper des pays comme le Mali, s'occuper des pays comme le Niger, réinstaller une grosse armée en disant que c'est les djihadistes. Et ces djihadistes-là, qui les forment? On va nous dire qu'on a pris des jeunes qui sont partis de l'Angleterre. On nous dit jamais quand ils sont partis. Il est possible, Julien, je vais chuter un peu sur ce seconde que j'apprends. Il est possible qu'un étudiant, quelqu'un qui a fait une philosophie, un gars qui a fait 4e année, un gars assez calé, on dit que le gars en brousse, il dort dans les herbes. Pourquoi ce gars peut payer le prix comme ça là? Enfin, il y a eu un deal. Ce deal se passe partout. Donc, même si je ne dis rien, moi, Tenchu, je le dis. Et je reprends sur moi en disant ceci. Certains présidents africains ont été en complicité pour sacrifier Kadhafi. Maintenant que la complicité n'est pas faite, il y aura toujours... Ne sois pas étonné que demain on bombarde à Yaoundé. Merci à vous, docteur Tenchu. Vous prenez sur vous, mais ça engage Afrique Média. Mais rassurez-vous, voici, vous avez une belle tête. C'est pas pour votre tête qu'on est là. On discute des idées et on parle de panafricanisme. Merci à vous. Alors, Monsieur Ken, j'allais vous adresser une question, mais il y a cette question d'une téléspectatrice. Je vais vous l'adresser. Mais avant, vers quoi aspire-t-on en Libye? Il y a le Parlement de Tobrouk qui est très infaillible, qui n'accepte aucune proposition de la communauté internationale, à tort ou à raison. Alors, comment amener ce gouvernement à plier, sinon à trouver le moyen qu'il faut pour amener la paix en Libye? Et il y a cette question, ce n'est pas une question, peut-être l'observation d'une téléspectatrice qui dit que la promesse du lieutenant général Aïcha Kadhafi, la fille du feu président libyen Mohamed Kadhafi, qui promet le retour de la Jamaïra au pouvoir. Oui, je crois que un pays qui a été détruit comme la Libye, un chef d'État qui a été chassé du pouvoir, avec tout ce que nous avons observé, la situation que nous voyons actuellement est celle qui mérite d'exister, mais il va falloir absolument trouver des voies et moyens pour que la Libye retrouve
une certaine accalmie. Parlons-en. On parle surtout de la Jamira au pouvoir. Peut-on envisager un retour à l'égalité constitutionnelle, même si celui qui incarnait ce pouvoir-là n'est plus vivant? Je crois que ce ne sera pas chose facile, parce que ceux qui ont goûté à l'exploitation pétrolière ne sont pas prêts à lâcher prise. Mais moi, je voudrais aborder ce sujet sous l'angle de la question qui a été posée dans le libellé du débat. Parce que pourquoi aujourd'hui les Américains et les Français qui ont des appareils au-dessus de la Libye, qui contrôlent tout ce qui s'y passe, ils ont constaté effectivement que depuis la chute, en tout cas la déconfiture de Daesh en Syrie et en Irak, ce n'est que la Libye qui est devenue leur terrain de prédilection. Et les Américains, qui sont certainement très mal vus par le monde entier, même si les gens n'ont pas le pouvoir de leur dire, veulent profiter, à mon avis, de cette occasion qui leur est offerte pour éliminer complètement l'existence de Daesh. Et là, je pense que s'ils veulent le faire, ils doivent s'associer avec la Russie qui leur a donné l'opportunité de vaincre Daesh en Syrie. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, grâce à l'entrée sans négociation de la Russie sur la scène de guerre, on est en train de parler de Daesh probablement dans le passé en Syrie. Et je voudrais également attirer l'attention de nos téléspectateurs sur le fait que si les États-Unis et la France à l'époque se rendent compte qu'ils n'ont pas assuré le service après-vente, c'est l'occasion qui leur est donnée avec cette mésentente avec le Parlement de Tobrouk qui n'accepte pas l'autre Parlement ou le gouvernement d'union nationale qui est mis en place. Les Occidentaux, par la France et les États-Unis, estiment, et d'ailleurs le programme est déjà, parce qu'il y a eu une réunion au Pentagone où les États-Unis ont déjà préparé 5000 hommes qui partiraient d'Italie pour aller sur le terrain, parce que les forces spéciales américaines sont même déjà sur le terrain. Et ils estiment que c'est l'occasion où jamais ils peuvent redorer leur blason en mettant fin à l'existence de ces forces djihadistes sur le terrain. Je ne trouve pas que c'est absolument une mauvaise chose que ces forces qui ont sémé la zizanie dans ce pays reviennent actuellement. Mais il va falloir, pourquoi pas, négocier avec les enfants de la famille Kadhafi. Parce que si le peuple soutient ses enfants, vous ne pouvez pas empêcher qu'ils aient leur droit au chapitre. Il est donc important, à mon avis, que la communauté internationale... Mais d'aucuns souriront en estimant que vous êtes quelque peu naïf de penser que la communauté internationale prend en compte les désirs des peuples. La communauté internationale ne peut pas prendre en compte les désirs des peuples. Mais quand ils sont coincés, comme c'est le cas aujourd'hui, tout le monde sait que ce qui s'est passé en Libye, la France a sa part de responsabilité, les Américains également. Comment faire pour sortir de là avec un visage honorable? Il faut profiter d'une situation et l'occasion est là. Puisqu'ils ont défait, grâce à la puissance de feu de la Russie, Daesh est en déconfiture en Irak et en Syrie. Daesh concentre maintenant toute son énergie sur la Libye. Merci à vous, Paul Ken. On va retrouver Djamena, mais avant, c'est quelques messages d'internautes. On en a plusieurs, on n'aura pas l'occasion de les liquider. Alors, il y a Serge Niama qui dit j'étais il y a quelques jours en discussion sur le mur de l'ambassade américaine à Yaoundé. Il continue de justifier l'intervention de l'OTAN dans la chute de Kadhafi. J'ai tenu à leur rappeler leur rôle et le complot ourdi contre l'Afrique en citant notamment Hillary Clinton. Ils n'ont rien dit, rien à faire, ils campent sur la position mordicus. Il était nécessaire de réagir contre la barbarie du régime de Tripoli. Et puis il y a Eli Sakalumbu. Dans cette histoire, les Occidentaux seront jugés. Comment ils peuvent accepter que l'Afrique croupisse de nouveau? On avait une Afrique debout quand Kadhafi était en vie. Ils ont fait l'impossible. Alors, il y a Lisette Jacqueline Zemi. Ces États islamiques ne sont-ils pas une création des Occidentaux pour la déstabilisation des États faibles afin de mieux les contrôler? Aujourd'hui, ils se retournent contre eux par des attaques que nous suivons tous. Ils parlent d'éradication. C'est un autre moyen de pillage des ressources, qu'il s'agit de véritables pyromanes.
Merci à vous, chers internautes. Malheureusement, nous ne pourrons lire tous les messages. On va de ce pas retrouver Isaac le bon dimanche à Djamena pour la suite du débat. À très bientôt. Oui, Juliana, le Tchad, c'est véritablement le voisin direct de la Libye. Et déjà, pour votre gouvernement, retenez cette information. Il y a déjà une équipe militaire américaine qui est déjà au niveau de Tripoli. Et ils veulent déjà voir clair, comme l'a dit Peter Cook, porte-parole du Pentagone, selon les dernières informations. Donc, nous sommes sûrs que quelles qu'en soient les conditions, le service après-vente, comme sollicité par le président Idriss Déby, est déjà en train d'être fait. Mais ce qui reste maintenant comme intention cachée, c'est celui de pourquoi maintenant. Monsieur Narcisse, pourquoi maintenant? Et c'est maintenant qu'il faut agir. Mais je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, en citant le président Déby qui avait attiré même l'attention de la communauté internationale. Parce que la communauté internationale qui a semé cette pagaille en Libye n'a pas assuré le service nécessaire après vente. Puisque cette guerre a été planifiée et organisée par Nicolas Sarkozy sous la bannière de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, sous prétexte qu'il y a une révolte et que Kadhafi allait réprimer dans le sang par rapport au discours qu'il a prononcé pour attirer l'attention des manifestants. Lors de ces discours, l'OTAN disait que voilà, Kadhafi s'est proposé de noyer son peuple dans une rivière de sang. Donc il faut arrêter. Alors que Kadhafi a dépêché un émissaire à Benghazi en la personne de Mustafa Abdel-Jalil. Ce magistrat qui a eu son ascension grâce à Saif al-Islam, a été très rapidement retourné par les Occidentaux pour le besoin de la cause. Donc, je pense que ceux qui ont tué Kadhafi, aujourd'hui, ont la possibilité de se racheter, ont la possibilité de rétablir l'ordre, parce que aujourd'hui, il y a les autorités rivales qui se disputent le pouvoir à Tripoli, ne veulent pas du tout entendre raison. Il y a deux gouvernements et deux parlements. Justement, il y a un gouvernement à Tobruk et un gouvernement à Tripoli. Donc, aujourd'hui, c'est un problème sérieux. Il y a les partisans du général Félon, Khalifa Haftar. Celui-là a été fait prisonnier par les forces armées nationales tchadiennes. Il a été récupéré par les Américains, travaillé par la CIA. Et c'est également un traître à la solde des Américains. Donc, je pense que aujourd'hui, la vraie question, il faut tout simplement une intervention musclée pour rétablir la paix. Parce que la Libye est devenue le baromètre de l'anarchie. Mais comme l'a dit un panéliste au niveau de Douala, est-ce que ce n'est pas parce qu'on sent la présence de Kadhafi qui commence à refaire surface qu'il faut intervenir et mater ce qui est en relation directe avec ce grand homme? Mais justement, s'ils veulent rétablir l'ordre, je crois que rien ne les empêche de prendre langue avec les anciens dignitaires du régime de Kadhafi, qui ont encore la possibilité de ramener la paix. Il y a par exemple son ancien ministre des Affaires étrangères, Moussa Koussa. Il y a par exemple le numéro 2 du régime de Kadhafi, le commandant Abdel Salam Diallo. Il y a par exemple son directeur de cabinet, Béchir Saleh, qui est entre les îles Comores et l'île Maurice, qui peuvent encore apporter une contribution pour ramener la paix en Libye. Sinon, aujourd'hui, les pays voisins sont menacés. Il y a cette intervention. La dernière fois, il y a l'Algérie quand même qui dispose d'une armée qui a une capacité reconnue. Mais l'Algérie dit qu'elle n'est pas prête pour la guerre, qu'elle est contre la guerre. La Tunisie également a peur. Les Égyptiens avaient mené quelques raids. Mais là également, les Égyptiens aussi sont réticents. Donc je pense qu'aujourd'hui, la communauté internationale est interpellée. C'est elle qui a semé cette pagaille et il faut qu'elle trouve une solution pour que la Libye ait sa place dans le concert des nations. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, les djihadistes sont en train de se sanctuariser. Quand ils vont arriver à créer leur califat,
ça sera une instabilité chronique pour l'Afrique. Maître Ganga Bonaventure, tout à l'heure, vous avez vraiment parlé avec un peu d'émotion en ce qui concerne la sécurité. Et actuellement, la zone est menacée, notre sous-région, s'il faut parler ici de l'Afrique centrale, via l'Afrique de l'Ouest, il y a assez d'armes qui circulent. Trouvez-vous que cette arrivée de cette intervention peut un peu résoudre le problème? Revenons un peu à la source là. Je pense que en réalité, la Libye n'est pas constituée assez d'ethnies pour être aussi instable ou manipulée. Le Tchad regorge de multiples ethnies qui sont regroupées par des décisions prises par le colon qui est le français. Mais cela n'a pas empêché au Tchad, malgré ces multitudes d'ethnies, de vivre en communauté et constituer ce qu'on appelle une nation. La Libye est une machine. La Libye est un moyen qui a été utilisé. Et je puis vous dire que nous, Africains, nous sommes manipulables, jusqu'à preuve du contraire. Kadhafi a offert ce qu'on appelle le paradis aux Libyens. Mais par libertinage, ceux-là ont voulu plus. Ils ont été manipulés par les Américains, les Français plus particulièrement. Ils ont voulu le paradis et ils ont eu l'enfer de guerre. Exactement, exactement. Aujourd'hui, ils crient. Aujourd'hui, ils sont seulement que 3, 4 ethnies et ils ont des problèmes. Or, si cela avait été le cas du Tchad. Vous parlez d'une intervention. Le Tchad peut intervenir. Vous diriez que c'est parce qu'on avait abattu sauvagement les Toubous que le Tchad est intervenu et qu'il a créé ce qu'on appelle du sang, une rivière de sang. Comme vous avez dit qu'en Centrafrique, le Tchad avait commis des exactions. Mais est-ce que cela empêche qu'on puisse quand même aussi accompagner cette intervention si on veut la paix en Afrique? Nous sommes un moyen qui doit être utilisé par la communauté internationale, par l'Afrique d'abord. Mais sauf qu'il faudrait que nous disions à l'Afrique, au peuple africain, après ne nous remerciez pas de la manière où nous avons été remerciés en Centrafrique. Ne nous mettons pas les bâtons dans les roues comme ce fut le cas au Nigeria. Nous avons les moyens, nous avons la volonté de créer une stabilité au niveau de la sous-région. Mais nous voudrons que vous nous accompagniez. Un désordre a été créé par Nicolas Sarkozy. Il doit assumer les conséquences. Mais aujourd'hui, si nous n'intervenons pas, c'est que nous allons assumer nous-mêmes les conséquences des actes qui ont été posés par un groupuscule. Je parle de groupuscule parce que ces Occidentaux ont eu l'occasion de dire qu'il y a des États voyous. Qu'est-ce qu'on entend par État voyou? Un État voyou est un État qui crée l'instabilité dans un autre État et qui trouble la souveraineté des autres États. Et on ne peut pas faire soustraire la France de cette qualité de voyou. La France est un voyou. Et à ce niveau, maintenant la situation, la chose est née. Comment est-ce qu'on doit faire pour signifier à ces peuples africains, occidentaux, effectivement que nous avons la possibilité, malgré les mal que vous nous causez, nous avons la possibilité de réparer les mal et de vous dire attention, dorénavant, si vous continuez comme ça, on ne peut plus négocier dans ces conditions. Maintenant, en Afrique ici, Idriss Déby Itno a les possibilités de mobiliser les Tchadiens qui d'ailleurs sont mobilisés, à sécuriser d'abord ses frontières, et ensuite à créer une instabilité au niveau de la Libye. Par conséquent, créer une instabilité au niveau de la sous-région et en Afrique. Et réparer les torts créés par la France et les États-Unis. Aujourd'hui, on nous fait savoir que si vous partez là, éventuellement, on va dire que parce qu'on a tué les Toubous, négocier avec le Tchad. Et il y a presque une absence de choix. Il y a presque une absence de choix. Et vous comptez tellement sur le Tchad parce qu'on connaît le terrain de la Libye ou bien? En réalité, la Libye, c'est le Tchad. Hein. Vous savez que le Tchad est un pays sahélien, sinon saharien, à une partie qui est constituée du Sahara. Nous avons les moyens matériels, nous avons les techniques appropriées pour mener un combat de ratissage ou de stabilisation au niveau de la Libye. Nous savons aussi que les Libyens nous connaissent quand même, nous sommes peau de noirs. Il suffit juste que nous soyons soutenus par l'Afrique. Ben, il y a une chose, c'est qu'il y a deux gouvernements, deux parlements. Mais le Parlement est le gouvernement reconnu par l'ONU. Et celui-là qui aujourd'hui refuse un gouvernement d'union nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce parce que il y a déjà quelque chose de tellement lié aux intérêts de ceux qui ont essayé de jouer l'après-Kadhafi, ou bien c'est parce qu'ils veulent coûte que va c'est là le problème qui manipule. C'est là le problème. Il n'a jamais eu de problème en Libye. Il n'a jamais eu le moindre problème en Libye.
Un matin, des individus ont décidé, bon, il faudrait utiliser Benghazi pour déstabiliser Kadhafi, parce que tel que c'est parti, ces Noirs-là vont être très complexes à gérer. Par conséquent, nous ne gagnons rien. Écoutez, venez ici, on récupère Benghazi, on monte des personnes, des intellectuels comme moi aussi, comme vous aussi. Bon, ce monsieur-là, il est trop radical, il est trop, je ne sais pas, dictateur, il faut le faire partir. Par naïveté, ils acceptent. Il s'en va, plus de paix. Et ils veulent manger à leur faim, difficile. Ils veulent être en paix, libre, marché, difficile. Mais on regrette aujourd'hui, les Libyens regrettent aujourd'hui Kadhafi, parce qu'ils n'ont pas compris qu'après Kadhafi, c'est l'enfer. Maintenant, ces gouvernements qui refusent ce qu'on appelle l'Union nationale, c'est eux aussi qui sont manipulés, parce qu'ils ont été amenés par ces Occidentaux, et ils pensent que s'il faut accepter ce qu'on appelle l'Union nationale, tôt ou tard, ils seront rattrapés par l'histoire. Erreur. Tout homme a une histoire. Toute histoire a une époque, et une époque a ses réalités. S'il est arrivé que je m'étais trompé, il faut que je prenne conscience de mon erreur. Mais si je pense que l'erreur est irréparable, c'est faux. L'Union nationale doit être retrouvée au niveau de la Libye. Mais quand on parle de la fille de Kadhafi, des Seif al-Islam, la Libye n'appartient pas à un individu ou bien à un clan ou bien à une famille. Non. Sur ce, je suis contre. Je pense que Seif al-Islam, en tout cas tout ce qui est Kadhafi, est libyen, tout ce qui est libyen est Kadhafi. Si ceux-là doivent être des Libyens et sinon des sont Libyens et qu'ils aiment la Libye, il faudrait qu'ils reviennent sur la table de négociation. Si j'accepte d'être ton chef, ça veut dire qu'un jour, tu accepteras que je sois ton chef. Monsieur Narcisse, tout dernièrement, il y a eu également un ton qui est donné par la diplomatie italienne. Est-ce que l'ancien colon a son rôle à jouer aussi dans cette affaire? Mais je pense que la puissance tutélaire de la Libye s'est effacée au moment où on était en train de détruire la Libye. Si cette puissance veut revenir, c'est une question d'intérêt. Parce que la Libye, c'est le pétrole. Je crois que c'est beaucoup plus le pétrole. Les gens ont visé le pétrole. On a éliminé Kadhafi. On pensait qu'on allait faire la même mise sur ces produits naturels. Mais ces gens se sont lamentablement trompés et échoués. Et aujourd'hui, ils laissent les miliciens régner en maître absolu sur la Libye. Ce n'est pas seulement les miliciens, il y a également le djihadiste, c'est-à-dire les justement, terroristes. Aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a eu des dissensions. Et ces dissensions ont donné maintenant l'opportunité aux djihadistes de se sanctuariser. Aujourd'hui, ils sont en train de consolider même leur assise au niveau de la Libye. Et cela représente un danger pour les pays voisins. Donc, tel que le Tchad, le Niger. Je crois que d'ailleurs, Maître a dit tout à l'heure. Boko Haram est en train de s'armer au niveau de... Justement, mais Boko Haram même a fait déjà allégeance à l'État islamique. Donc, il y a Boko Haram. Il ne faut pas aussi oublier le Moudjaou en Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas aussi oublier d'autres mouvements comme Ansareddin de Yad Gali, par exemple, qui se cache entre la frontière malienne et la frontière algérienne. Donc, je pense que les Occidentaux qui ont allumé le feu là doivent éteindre ces foyers de tension en Libye. Et je pense que l'armée tchadienne, par exemple, l'armée tchadienne maîtrise, puisqu'on se rappelle encore de la prouesse de l'armée tchadienne en 87, lorsque Matene Sarra a été passé sous contrôle de l'armée libyenne et de l'armée tchadienne. J'allais dire. Donc, je pense que les Tchadiens ont aussi les moyens de défendre leurs frontières et surtout de rétablir aussi l'ordre en Libye. Si on autorisait l'armée tchadienne. Mais qui doit autoriser? Pourquoi c'est l'Afrique, c'est l'Union africaine. Mais aujourd'hui, l'Union africaine a démissionné. L'inaction de l'Union africaine est notoire aujourd'hui parce que la Libye est pays membre de l'Union africaine. C'est Kadhafi. L'idée est partie aussi de Kadhafi pour remplacer la fameuse
où il y a l'Organisation de l'Unité africaine qui a été créée le 25 mai 63 à Addis Abeba, qui n'avait rien foutu. Donc, je pense que il faut une conjugaison, il faut une synergie d'action pour rétablir l'ordre, la sérénité, le calme en Libye. On ne peut pas assister impuissant à la désagrégation de l'État libyen. Aujourd'hui, la Libye est sauf un État. Sauf un État parce que c'est les miliciens qui font la loi là-bas et les djihadistes. Donc, c'est un danger permanent. C'est pourquoi j'avais dit tout à l'heure que si les gens ne prennent pas leurs responsabilités, aujourd'hui, l'Afrique sera installée dans une instabilité chronique qui compromettra même son développement socio-économique. Maître Nganga Bonaventure, votre dernière réaction par rapport je pense que en réalité, il n'y a pas de problème. Les gens ont inventé tout pour nous déstabiliser. La preuve, c'est que Daesh ne vient de nulle part. Mais aujourd'hui, le pétrole serait acheté par la Turquie, une partie par d'autres pays occidentaux, en l'occurrence des pays de l'Europe, les États-Unis. Et il n'y a pas Daesh. Ce sont les Libyens qui doivent prendre conscience qu'il n'y a pas eu de problème en Libye, mais qu'ils ont été trompés. Maintenant qu'ils ont conscience qu'ils s'étaient trompés, mais qu'il faudrait qu'on s'assoie. C'est pas parce qu'on est un gouvernement d'union nationale qu'on ne veut pas, ou on est à Tripoli qu'on ne veut pas traiter ça. Maintenant, le problème c'est quoi? On peut bien intervenir en Libye, mais dès lors que les Libyens ne prendront pas conscience qu'eux-mêmes avaient commis l'erreur de dire que Kadhafi devait partir, et qu'il est parti aujourd'hui. Assassiné, pas seulement assassiné, partir. oui, assassiné, qu'eux aujourd'hui ils sont victimes du départ de Kadhafi. Parce qu'aujourd'hui, Benghazi, qui est la source de tous les problèmes là, Benghazi aujourd'hui vit quoi? C'est le calvaire. Le Tchad peut intervenir en Libye. L'Afrique peut intervenir en Libye. L'Occident peut arriver. Mais est-ce que les Libyens ont conscience qu'ils s'étaient trompés? D'abord, est-ce que les Libyens ont conscience qu'ils voudraient se trouver? Il y a des ça, c'est un problème. Un matin, on dit, bon, le Tchad intervient, bon, ça c'est fini, vous partez. Maintenant, ceux qui les ont créés vont savoir où les mettre. Surtout pas au Tchad, parce qu'ils ne pourront pas s'y installer. On n'a pas un climat propice pour eux. Parce que les Tchadiens sont en une situation de cohésion telle qu'il n'est pas permis à des délinquants d'intervenir et de faire ce qu'ils vont. Et jusqu'à preuve contraire, Boko Haram est arrivé, s'est caché comme ça par des gens. Vous, Isaac, le bon dimanche, vous avez bien fait de le rappeler. On s'achemine vers la fin de ce bouquet spécial. On ne partira pas sans rappeler l'actualité au Bénin où pas moins de 48 candidatures ont été acceptées par la Commission nationale indépendante. C'est celle-là qui gérera les élections au Bénin. Ce qui me permet de me retourner vers vous, Henri Diabaté Mandeng. Au Bénin, on parle de près de 48 dossiers de candidature avec un grand nombre de candidatures indépendantes. Comment interpréter cette nouvelle tendance à se porter candidat, permettez la tautologie, à l'élection présidentielle? Pourquoi autant de candidatures indépendantes? Mais je pense que c'est la fin d'une... c'est une transition politique qui s'opère au Bénin. Après la génération des dinosaures, c'est-à-dire les dinosaures qui est issu de la conférence nationale, c'est-à-dire Kérékou, Sogolo, avec en phase terminale Yaïbouni. Aujourd'hui, on a une génération, parce que là, il y a des gars comme Adrien Oumbedji, ou bien l'ancien président de l'Assemblée, je ne sais plus comment il s'appelle. Aujourd'hui, il y a une nouvelle classe politique au Bénin qui est arrivée et qui a remodelé l'histoire les mœurs politiques au Bénin. Donc, vous trouvez par exemple Lionel Zinsou, le Premier ministre, qui est candidat. Très contesté d'ailleurs. Bon, contesté, je ne sais pas trop, c'est normal, c'est un homme politique qui est de la concurrence et tout. Je pense que c'est un signe de vitalité de la démocratie béninoise. C'est tout à l'honneur de l'anderneau politique béninois. Je crois fondamentalement qu'il y a une nouvelle génération de politiciens au Bénin qui changent. Quand vous voyez Adjavon, le jeune Adjavon, vous voyez... et cette façon de créer
des alliances politiques, c'est magnifique. Léadi Soglo, le fils de l'ancien président, qui est le maire, tout-puissant maire de Cotonou, il brûlait d'impatience. Lui aussi voulait être candidat, mais au dernier moment, je crois que il y a cette sorte, il y a des alliances qui s'échafaudent. Vous avez fait tantôt, Henri Diabaté, de parler de la candidature de M. Zinsou, qui fait jaser au Bénin et en dehors. La candidature qui ne raconte pas l'assentiment d'une bonne partie des Béninois et même des internationaux. Il y a le multimilliardaire africain Aliko Dangote qui n'a pas manqué de faire savoir que l'élection de Zinsou à la tête du Bénin va plutôt servir les intérêts français dans la sous-région ouest africaine. On ne peut pas lui faire, non, quand même, on ne peut pas lui intenter un procès aussi rapidement. Non, il faut qu'on arrête ça. Monsieur Aliko Dangote est très mal placé pour parler de la politique au Bénin. Je crois que s'il a investi un homme d'affaires, s'il a investi au Bénin, qu'il attend voir le maçon au pied du mur, de là à lui faire un procès d'intention. Je ne soutiens pas M. Zinsou. Je ne sais pas si M. Zinsou, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui a fait très bonnes études, c'est un enseignant d'université, c'est quelqu'un qui a volé sa bourse partout où il est passé. Bon, mais maintenant, le problème, c'est de savoir, est-ce que, vous savez, la politique, c'est toute une autre affaire, hein? C'est toute une autre affaire. Maintenant, il n'y a pas que M. Dangote, il y a une coalition d'anciens hommes politiques, au rang desquels l'ancien chef de l'État, M. Soglo, qui s'oppose à cette candidature de M. Zinsou. Ah bon? Mais j'ai suivi M. Soglo il y a 2 jours. M. Soglo qui disait plutôt que Zinsou ferait un très bon candidat, un très bon président pour le Bénin. Laissez-moi adresser la question à quelqu'un. Il y a 2 jours, j'ai suivi. Permettez-moi de m'adresser à Stéphane Tchombo. Alors, je parlais tantôt de cette coalition de personnalités politiques du FCBE, les forces Cori pour un Bénin émergent, c'est la coalition au pouvoir, et de l'ancien président Nicéphore Soglo et autres. Cette coalition s'est donc formée pour contester la candidature de Lionel Zinsou, jugé d'intrusion française. Cela représente pour bien d'acteurs politiques une immixtion de la France dans les affaires intérieures du pays. Ça, c'est ce qui ressort de leur communiqué. Alors, la coalition dénonce un complot politique et réclame des explications à la France sur ce qu'ils appellent parachutage. On va mettre cela entre guillemets. Alors, qu'est-ce que cela implique pour la France et pour les auteurs de cette demande d'explication? Merci, Juliana, de m'avoir posé cette question. Mais je suis un peu très surpris du comportement de mon grand frère Mandin. Allez-y, dites-moi. Oui, je veux aller, parce qu'il faut aussi l'interpeller pour ça, parce que lui, j'ai l'impression qu'il ne veut pas avoir une démarche sincère. C'est son opinion, et c'est son droit le plus absolu. Oui. Mais je ne veux pas qu'on essaie de tromper aussi les Africains, parce qu'ils savent ce qu'il se passe aujourd'hui. Mais le parachutage de Zinsou, c'est bien organisé, bien planifié. Zinsou n'est pas quelqu'un qui vient dans la classe politique comme ça, c'est quelqu'un qui est présenté. Quand vous aviez parlé de Aliko Dangote, l'homme d'affaires nigérien, vous le savez, vous n'aviez pas peut-être les données. Moi, j'aimerais que le grand frère Manding puisse se rapprocher sur le rapport d'Hubert Védrine avec Lionel Zinsou, qui pense qu'il faut combattre le géant nigérian avec sa monnaie parce que c'est une influence. Il sert d'exemple au peuple de la zone francophone, au pays de la zone francophone, de pouvoir crier aussi leur monnaie. Dans le rapport est très clair qu'il faut combattre sur la zone francophone du CFA, sur la zone CFA, il faut combattre le géant nigérien. Donc, vous comprenez que Zinsou est justement une fabrication de la France pour venir servir des intérêts de la France et fait comprendre que la volonté des pays africains à sortir du franc CFA n'est pas une démarche qui est pensée. Qui est Zinsou? Il faut regarder aussi son parcours. C'est l'ami de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, où on vient au Bénin avec le passage du président français Hollande, qui disait que le Bénin est un exemple de démocratie au niveau de l'Afrique. Ah, cet exemple de démocratie est où on accepte, on est en train de corrompre, parce qu'on ne vous dit pas aussi la classe politique béninoise, on est en train de corrompre la plupart, à accepter la candidature de M. Lionel Zinsou, alors que c'est une candidature qui vient justement respecter le système France-Afrique, qui va donc reconduire le spectacle désolant des peuples africains que nous avons. Donc, en tant qu'Africain équilibré, je pense que la candidature de M. Zinsou est une imposture, est une forfaiture, est une insulte à l'Afrique. Donc, il faut être clair avec. Parce que ça aussi, je pense que c'est une autre brutalité de la France de pouvoir dire aux Africains, vous n'aviez pas grandi, vous deviez rester dans cette condition de soumission. Je sais que vous ne lui retirez pas sa liberté en tant que citoyen béninois de se présenter. Oui, mais il est fabriqué pour jouer les intérêts de la France, pas les intérêts des Africains. Merci à vous. Alors, docteur Tencho a supposé que les réticences que l'on vit ici et là, M. Aliko Dangote
a dit maîtriser M. Zenzou. Déjà, il estime que faire les affaires en Afrique de l'Ouest n'est pas évident à cause de la très forte implication de la métropole dans cette région-là. Alors, à supposer que les réticences qui sont enregistrées ici et là soient fondées, peut-on estimer que l'Occident a trouvé une alternative en la personne de M. Zenzou? Peut-on estimer que l'Occident a trouvé une alternative à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso? Oui, je veux d'abord dire qu'il n'y a pas d'élection en Afrique. Il n'y a pas d'élection en Afrique. On vous dira que partout dans le monde, il n'y a pas d'élection. Non, pas partout dans le monde en Afrique. On peut se dire que nous sommes africains. Nous allons dire qu'en Afrique, il n'y a pas d'élection. Pourquoi? Regardez ce qui se passe au Bénin. Quand le Bénin chauffe déjà, il y a quelqu'un qui va atterrir, il va prendre les avions, Bénin, Douala et Angola, il va revenir. Parce qu'il y a une histoire de porter les mallettes. Il a porté une grosse mallette. Et je parle du président français. Et cette mallette, c'est pourquoi il fallait positionner les candidats. Et pourquoi c'est ce qui se passe? Dans le numéro de Jeune Afrique, je ne vais pas citer le nom, je ne veux pas pour avoir le temps, on dit Lionel Zinsou devra gommer son image de candidat de l'étranger et de la France en particulier. Je vous prends seulement l'exemple de Yahi Boyi. Yahi Boyi, c'est Boyi ou Boni? Boni. N'oublions pas que le Nigeria et le Bénin, avec les Yoruba, de Lagos à Cotonou, c'est une trame de Yoruba qu'on a divisée en deux parties. Une partie qui parle langue francophone et une partie qui est anglophone, où les Lagosiens, avec tout ce qu'on connaît de toute la région de Yoruba. Quand Dangote parle, Dangote c'est qui? Dangote sort d'où? Dangote c'est la fabrication de Obasanjo. Dangote sait exactement d'où il vient. Dangote sait quand tu as le pouvoir, on peut fabriquer les hommes d'affaires. Maintenant, Dangote dans une interview, toujours dans un journal Jeune Afrique, disait que il est difficile de travailler dans les pays francophones parce qu'il y a beaucoup de leviers à faire. Il n'est pas assez facile pour les hommes d'affaires de venir dans les pays francophones. Ça, je cite Dangote. Maintenant, quand nous revenons avec tout ce brouhaha qui se passe autour des candidats en Afrique, non, tu vois que les candidats indépendants, c'est pourquoi? C'est pour gommer des voix, c'est pour bouffer des voix. Boni sort dans un café. Il y a une intellectuelle qui a dit dans une chaîne de télévision africaine, je peux citer Télé Sud, qui disait, avant que Boni ne soit candidat, disait qu'il y a un candidat qui viendra, qui sera président. C'est-à-dire qu'on les place dans des établissements, que ce soit bancaires, que ce soit les grandes entreprises, on les travaille, quand le moment revient, on les pique, on les met comme candidats. C'est pour simplement dire que l'Afrique a encore trop à faire. Le Bénin est vrai, Mathieu Kouroukou a travaillé. Mais tous ces candidats, si vous regardez au fond, ils viennent d'où? Ils viennent de quelque part, d'où? Ils viennent de la mamie. Mais non, mais moi j'ai un problème, Julien, parce que quand tu la vois, tu as l'impression, mais si tu vas pas, tu t'intéresses, mais ne m'invite plus. Comment je commence ce débat, tu me coupes? Mais je le dis sincèrement. Merci non, mais c'est vrai, non, c'est gentil. Comment après on prend comme un ridicule, après je commence un débat. Diabaté a son temps, non, il a pris son temps pour moi. Si tu ne vous plaît pas, ne m'invitez plus, moi je le dis. On va prendre la direction du standard et on va retrouver Alain qui nous appelle de Tokyo. Bonsoir très cher et bienvenue, on vous écoute. Vous êtes à l'antenne, Alain, on vous écoute. Alors, des problèmes de connexion avec notre appelant de Tokyo. On va plutôt prendre la direction de la France, où on va retrouver Monsieur Yao. Bonsoir Yao, n'oubliez pas de voter, pardon. Et je vous en prie, soyez vraiment expéditif, on vous écoute. Nous sommes différés d'entendre l'intervention. Allô? Monsieur Yao, allez-y. Ah oui. Je vote pour Madame Mouvement et Madame Ibn Zébi. Mon intervention, c'est que nous sommes différés d'entendre M. Henri Diabaté. C'est insupportable. Je demande à M. Henri Diabaté de prendre son téléphone, demander au professeur Nicolas Apollon de ce qu'il pense de Lionel Zinsou. Lionel Zinsou, c'est notre ennemi, nous, de la diaspora, nous qui luttons, qui menons le combat pour l'émancipation de la femme, l'émancipation de l'Afrique. Nous avons organisé des conférences à Sciences Po, à Paris.
Lionel Dupont est venu nous apporter que le franc CFA est la meilleure des choses pour l'Afrique. Envoyer Lionel Dupont, parachuter Lionel Dupont, alors c'est insulter l'intelligence des Africains. Ce que nous pas vraiment compter ces imbéciles que la France qui nous l'a envoyé, c'est ce personnage qui travaillait avec, qui fait fonctionner le franc CFA avec la banque Rothschild. Monsieur Henri Mandel, ce n'est pas possible. C'est important d'entendre que la France insulte l'intelligence des Africains et que c'est un plateau. Par les médias, que tu tiens un discours comme ça. Et prends le téléphone et demande au professeur Nicolas Ambou. Prends le téléphone. Et ce n'est pas possible. Comment on parle de s'afficher tous des imbéciles, M. Mandel? C'est une honte. Merci à vous, Yao. Désolé d'interrompre votre participation. Désolé vraiment. On va prendre la direction du Cameroun d'où nous appelle M. Ntonga. Bonsoir, M. Tonga. Votez et vous contribuez. On vous écoute. Bonsoir, Madame Tada. Bonsoir à tous les invités. Et vraiment, les deux sujets de ce soir sont assez passionnants. Je vais d'abord voter pour Mme Déby 3 fois, pour Mme Obiang Gema 2 fois et pour Mme Biya 1 fois, pour qu'elle encourage son mari à chasser Bolloré du Cameroun, parce que nous souffrons beaucoup au Cameroun à cause de Bolloré. Maintenant, pour le sujet de ce soir, je vais revenir très rapidement sur la Libye en disant tout simplement, j'ai peur que les Américains s'amènent en Libye juste pour sécuriser la Libye au profit de Daesh. Puisque Daesh a été chassé de l'Irak, chassé de la Syrie, et ils sont retournés vers les Américains en disant, vous nous avez promis monde et merveille, mais nous n'avons rien. Ils ont dit, revenez en Libye, on va vous protéger. Parce que après la Syrie, je crois que la Russie devait intervenir en Libye. Maintenant, en ce qui concerne M. Zinzou, j'ai dit, si les Béninois élisent ce monsieur, c'est carrément un gouverneur de l'Afrique de l'Ouest que la France va facilement installer. Parce que lui, il veut le CFA. Il le dit même clairement que l'Afrique appartient à l'Europe. Donc c'est vraiment quelqu'un qu'on a envoyé. Mais ça fait pas 1 an qu'il est dans le pays. Il veut déjà être président. Bon, ben je dis, si on n'arrive pas à se débarrasser de ce monsieur, les Ouattara et tout ça, ce sera là, ils vont s'aligner derrière lui parce que c'est le président, je veux dire le gouverneur de l'Afrique de l'Ouest que la France est en train de positionner. Bonsoir à vous. Merci à vous, Monsieur Tonga. On va en France retrouver Monsieur Bamba. Bonsoir et bienvenue. Vous votez, vous contribuez. Oui. Oui, allô? D'accord. Bonsoir Afrique Média, bonsoir à tous les panels, bonsoir Julien Latada. Je vous appelle depuis la France. Simplement vous informer que M. Zensou est très très connu en France ici. Vous m'écoutez? Alors, quel problème de connexion avec notre ami Bamba? On suppose que c'était le dernier de cette file. On court après le temps. Je vais me retourner vers vous, Monsieur Ken. Alors, cette candidature de Monsieur Zenzou, décidément, qui commence à créer des vagues et autres. Pourtant, en dépit de tout, on ne lui retire pas cette liberté d'être candidat en tant que Béninois. Mais il n'y a que quand une candidature commence à connaître autant de ressentiments, on ne voit pas le Bénin être différent des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso qui jusqu'ici malheureusement n'ont pas encore apporté les preuves du contraire de ce que ce sont des gouverneurs entre guillemets métropolitains qui se retrouvent dans ces différents pays. Il n'y a pas de gouverneur dans quel pays d'Afrique? Partout il y en a. Ne nous voilons pas les yeux. Je suis vraiment choqué par cette ritournelle de nationalité. Mais nous perdons énormément du temps. Au lieu de présenter notre programme politique, on se met à parler de la nationalité. C'est ainsi que, à force de ne parler que de la nationalité de quelqu'un pour l'exclure, l'empêcher d'être candidat, vous transférez tout votre pouvoir parce qu'il finit par être extrêmement connu et la population risque de se dire, celui-là dont on n'a pas besoin, peut-être même c'est lui qui a la solution. Je ne dis pas que Zinzou est la solution pour le Bénin, mais laissez que les populations, les électeurs s'expriment dans les urnes.
pendant que la campagne commence, que les autres candidats, que le peuple béninois dont je connais la compétence intellectuelle et même commerciale dans les affaires, que ce peuple-là décide lui-même qui on veut positionner pour gérer leur avenir. Je profite de l'occasion pour dire ici que la France est un pays, le Cameroun est un pays, le Tchad est un pays, que chaque pays essaie de défendre ses intérêts. Je suis fatigué d'entendre, oh la France est en train de nous faire ceci. Il faut savoir que la souveraineté ne se décrète nulle part. La souveraineté, la puissance, ça se mérite. Aujourd'hui, on est en train d'avancer à une nouvelle élection présidentielle au Bénin. Le Bénin, avec le président qui est sortant, il est arrivé au pouvoir sans parti politique. Mais sachez qu'il y a toujours une équipe qui accompagne quelqu'un pour arriver au pouvoir. Et généralement, c'est les hommes d'affaires qui financent. Que les Africains arrêtent de penser que c'est les urnes qui amènent quelqu'un au pouvoir. Il y a une équipe qui est déjà préparée pour mettre quelqu'un à la tête du pouvoir. Mais vous risquez même d'être surpris parce qu'il y a un jeune candidat. Parce que moi, j'ai essayé de scruter l'affaire. Je me suis rendu compte qu'il y a un certain Ajavon, Sébastien, qui risquerait, par rapport au travail qu'il a déjà mené sur le terrain depuis plus de 10 ans, il risquerait d'être le meilleur candidat pour le peuple. Urnes. Oui. Je ne le connais pas, mais j'ai regardé les forces en présence. Il me semble que ce garçon, qui n'a même pas encore à 50 ans, il risque d'être, si ce n'est pas lui, peut-être celui qui était en exil en France, qu'on appelle Patrice Talon. Voilà des hommes qui ont posé des actes. Mais le paysage politique béninois est extrêmement riche en personnalités de qualité pour cette future élection. Donc, inutile d'empêcher Azingzou d'être candidat. C'est le peuple béninois qui doit décider. Merci à vous, Paul Ken. Cette émission qui finit qui s'achève au pas de course, on ne partira pas sans avoir une pensée spéciale à l'endroit de Manuel Asiké, à qui on souhaite prendre rétablissement. Merci à Martin Lingae et à toutes ses équipes qui nous ont permis de réaliser cette émission. Merci à Isaac, le bon dimanche, et le panel de Djamena. Merci à vous, chers panélistes, à l'endroit des téléspectateurs. Désolé pour les propos quelque peu choquants qui ont peut-être été employés sur ce plateau. En tout cas, merci d'être restés avec nous. Restez surtout en compagnie des programmes d'Afrique Média. Bonne fin de soirée à tous.